L'Union centriste, notre collègue Patrick Chauvet. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est peu dire que ce débat était attendu. Nous ne pouvons que nous réjouir qu'il ait lieu et en remercier le gouvernement. Sur le fond, nous sommes aujourd'hui invités à nous exprimer sur l'avenir de la souveraineté énergétique de notre pays. Cet intitulé ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est quel pays ne doit pas nous faire perdre de vue, c'est quel pays nous voulons en 2050. Si en 2050, la France est désindustrialisée, désarmée et devenue une colonie numérique, même un système énergétique réduit à la portion congrue pourra suffire à reconquérir notre souveraineté énergétique. Et quand on ne produit plus rien, il est moins difficile d'atteindre la neutralité carbone. Le corollaire de ce constat est que nous avons besoin d'un cap clairement défini et dont on ne peut dévier à chaque bourrasque économique ou politique. Ce cap se fixe à partir des anticipations de besoins. Celles qui nous sont proposées sont-elles réalistes si l'on veut réindustrialiser et réarmer? Cela n'est malheureusement pas certain. Notre stratégie énergétique repose en effet sur deux piliers: une réduction considérable de la consommation d'énergie, une augmentation non moins considérable de la production d'énergie décarbonée. Poursuivre la tendance dans les proportions requises par la PPE est très volontariste. Dans un monde en croissance, cela ne peut reposer que sur de l'efficacité et non de la sobriété. Toute notre stratégie est en réalité fondée sur les gains attendus de l'électrification des usages. C'est là que l'objectif de consommation rencontre l'objectif de production. Il va nous falloir beaucoup d'électricité, à la fois pour réduire la consommation et satisfaire les besoins. Or, la programmation proposée pourrait nous confronter à un paradoxe. Avec les projections faites dans la PPE envisagée, il semblerait que nous soyons en train de surévaluer nos besoins de moyen terme, c'est-à-dire nos besoins couvrant la période de 2025 à 2035, et que, au contraire, nous sous-évaluions nos besoins couvrant la période de 2035 à 2050. Or, ces deux périodes correspondent à des natures d'équipements énergétiques différents. ENR pour la première période arrivée en service des nouvelles capacités nucléaires pour la seconde. Côté ENR, les ambitions de la PPE sont impressionnantes. Nous ne savons comment juger ces objectifs. D'un côté, en prenant en compte le paramètre clé de l'acceptation sociale, nous ne voyons pas comment il pourrait être atteint. Les résistances aux projets d'énergie renouvelable se multiplient aujourd'hui sur le territoire. Les porteurs de projets éoliens ont des difficultés d'obtention des autorisations en raison des risques contentieux, tandis que l'instabilité du cadre réglementaire nuit au développement du photovoltaïque. Le renouvellement des installations est crucial pour faire face à cet enjeu. Avant de développer de nouvelles installations, souvent mal acceptées socialement, il est possible d'augmenter la capacité de celles existantes, comme les éoliennes et les centrales nucléaires. Cependant, si le renouvellement permet d'atteindre les objectifs de la PPE, il pourrait aussi entraîner une surcapacité d'ENR si la demande ne suit pas la production qui semble se profiler. RTE a récemment alerté sur une situation extrêmement tendue. L'électricité produite est trop abondante par rapport à la demande. Ce déséquilibre pourrait s'aggraver si l'électrification des usages ne progresse pas aussi vite que les investissements. Cela pose une vraie question: comment construire un système durable si la demande ne suit pas l'offre? Le déséquilibre entre la montée des ENR et la demande réelle d'électricité pourrait créer de graves problèmes entre 2035 et 2050. Cette période que nous construisons autour du nucléaire repose sur une inconnue majeure: la prolongation des réacteurs actuels. Or, nous ne savons pas encore si elle sera possible aussi longtemps. Si ce n'est pas le cas, même le nombre maximal d'EPR prévu serait insuffisant, laissant un mix dominé par les ENR avec de sérieux enjeux de pilotabilité et de sécurité d'approvisionnement. Il est donc essentiel de clarifier dès maintenant le potentiel de prolongation des réacteurs. L'autre inconnue majeure relative au programme des EPR concerne
l'opérateur chargé de mettre en œuvre, à savoir EDF. Nous posons la question de but en blanc. EDF est-elle en capacité de mener à bien cette mission? C'est une question clé qui nécessite que l'entreprise publique démontre sa capacité. Pour en revenir à l'articulation entre la première période ENR et la seconde période nucléaire, même si les réacteurs actuels peuvent être prolongés, une surcapacité de UNR issue de la première période ferait courir le risque que les capacités nucléaires deviennent une variable d'ajustement des ENR. Pour reprendre les termes du haut-commissaire au nucléaire, le risque est de payer 2 parcs entiers utilisés à moitié. Face à ces interrogations stratégiques, notre groupe affirme plusieurs convictions. D'abord, nous défendons un mix énergétique équilibré, fondé sur la complémentarité entre énergie renouvelable et nucléaire. Ce n'est pas une posture, c'est la conclusion du scénario N03 de RTE, aussi affirmé par l'article 3 de la PPL de Daniel Gremillet. C'est dans cette vérité que s'ancre notre deuxième conviction. Face aux impératifs d'électrification, de décarbonation, de réindustrialisation et de réarmement, une part minimale du nucléaire dans notre mix s'impose comme un socle stratégique. C'est pourquoi nous en appelons à lancer rapidement le programme EPR2. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Or, pour une entrée en service en 2035, nous sommes déjà en retard. Troisième conviction, ce socle nucléaire ne peut pas devenir une variable d'ajustement. Si nous triplons la part des renouvelables intermittents comme le prévoit la PPE, sans pilotage coordonné, nous risquons d'avoir à moduler sans cesse la production nucléaire au prix d'une inefficacité économique majeure. Une crainte d'autant plus sérieuse que le parc nucléaire actuel est techniquement capable de fournir davantage d'électricité. Ce qui nous amène inévitablement à la question des coûts et à notre quatrième conviction fondamentale, basée sur les travaux de la commission d'enquête sénatoriale portant sur le coût de l'électricité. Pour garantir la sincérité du débat public, il est impératif d'adopter une approche fondée sur les coûts complets du système électrique, incluant notamment les investissements massifs dans les réseaux. Or, les ENR posent un problème majeur de réseau. En effet, les coûts de production d'électricité sont différents des coûts de raccordement au réseau, ce qui pose un problème majeur pour les collectivités. Ce sont elles, à travers les syndicats d'énergie, qui possèdent les réseaux électriques. Or, la qualité de ce réseau a un impact direct sur la qualité de l'aménagement du territoire. Le risque est donc grand, en surévaluant nos objectifs de développement des ENR et en sous-estimant l'investissement en réseau correspondant, de créer à la fois des déserts énergétiques, comme il en existe en matière médicale, et de créer une bombe à retardement financière pour les collectivités. Ces dernières ont donc besoin de la plus grande transparence sur les coûts des réseaux induits par cette programmation et de l'assurance que les soutiens financiers à l'électrification via par exemple le FACÉ augmenteront en phase avec l'électrification des usages. À cette problématique du coût de réseau s'ajoute celle du coût de programme EPR2. Selon la PPE, entre 2025 et 2060, le soutien public aux filières renouvelables pourrait représenter 98 à 135 milliards d'euros dans un scénario de prix bas. Pour agir de la manière la plus efficace possible, la commission sénatoriale proposait une méthode d'objectivation des choix énergétiques, mettre en regard le coût complet de production de telle ou telle source d'énergie avec sa capacité de décarbonation et son impact économique. L'application de ces critères commanderait de réduire aujourd'hui nos ambitions en matière d'ENR, comme d'ailleurs nous y invite la présidente de la CRE, et d'accélérer le lancement EPR2, faute de quoi la variable d'ajustement sera le prix. En 2023, les prix de l'électricité ont augmenté de 14% pour les ménages et de 57% pour les entreprises. Depuis la fin de l'Arenh, les tensions tarifaires s'accentuent. À cela s'ajoute une fiscalité énergétique élevée. Demain, les coûts de réseau liés à la montée en puissance des ENR finiront par peser sur le tarif d'utilisation des réseaux, le fameux TURP, qui sera mécaniquement répercuté sur les factures. Dans ces conditions, pas de maîtrise des prix, donc pas d'acceptabilité sociale de la réforme, sans d'une part une maîtrise des coûts des réseaux, donc une montée en puissance beaucoup plus progressive des ENR, et d'autre part, pas de maîtrise de la facture d'électricité sans révision de sa fiscalité. La commission d'enquête sénatoriale recommande une réduction ciblée de cette fiscalité via 3 leviers: une accise différenciée selon la consommation, une TVA réduite sur la consommation de base et la substitution d'une dotation budgétaire à la contribution tarifaire d'acheminement.
Nous soutenons cette approche. Il faut réduire la fiscalité sur l'électricité pour encourager l'électrification des usages, tout en supprimant progressivement les dépenses fiscales brunes qui coûtent entre 7,6 et 19 milliards d'euros par an et sont en contradiction avec nos objectifs climatiques. Mes chers collègues, la souveraineté énergétique doit être construite sur une programmation réaliste, un pilotage rigoureux, un effort de transparence, une maîtrise des coûts et une adhésion citoyenne. C'est aujourd'hui que le système énergétique de 2050 se décide et donc la France de demain. Soyons à la hauteur de ce rendez-vous. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue Vincent Louault pour le groupe Les